et son brouillard. À cause de la météo, le vol 7100 de la Manx 2 est en circuit d'attente. Si le brouillard ne se dissipe pas, il faudra se dérouter. On pourrait atterrir à Waterford. Ce vol en provenance de Belfast, en Irlande du Nord, était censé atterrir à Cork à 9 h. Ou dans le Kerry. 30 minutes plus tard, il est toujours en train de tourner au-dessus de l'aéroport. Cork donne sur l'Atlantique et c'est très fréquent qu'on ait du brouillard. Il apparaît et disparaît sans préavis. Parfois, ça dure quelques heures. Parfois, il reste 2 ou 3 jours. Ce jour-là, le brouillard était très épais. C'était la purée de pois, comme on dit. Pourvu qu'on atterrisse vite, j'ai du boulot. L'avion transporte 10 passagers, dont Lawrence Wilson, qui se rend à Cork pour son travail. J'allais à Cork pour donner une formation de conducteur de chariot élévateur. Je m'étais déjà rendu là-bas à plusieurs reprises et c'était un voyage banal pour moi. J'avais l'habitude. L'avion est un Fairchild Metroliner 3. C'est un tout petit avion. Je mesure 1,83 m et je ne pouvais pas me tenir debout. Cet appareil à turbopropulseur d'une capacité de 19 passagers est conçu pour effectuer des petits trajets à bas coût. La Manx 2 assurait la liaison Belfast-Cork. Économiquement parlant, elle n'aurait pas été viable à bord d'un 737 ou d'un Airbus. Le copilote anglais Andrew Cantle est à la manœuvre. Pendant qu'il tourne au-dessus de Cork, le commandant de bord espagnol, Jordi Sola Lopez, se renseigne sur la météo des aéroports voisins. Vent de surface faible, visibilité 900 mètres dans le brouillard. 5 sur 5, merci beaucoup. Le temps s'améliore à Cork? Généralement, ces avions ont un équipage de 2 pilotes. Sam Stotrow est instructeur de vol sur les Metroliner 3. Le pilote aux commandes gère le contrôle de la trajectoire de vol, les changements de configuration, ce genre de choses. Et celui qui assure la surveillance concentre son attention sur l'extérieur et l'intérieur. Et il étudie les conditions à l'aéroport et sur la piste. Ok. On a une petite amélioration sur la piste 17. À 9 h 35, le contrôleur dit au commandant que le brouillard s'est légèrement levé. La visibilité à l'atterrissage est de 500 mètres. D'accord. On peut entamer une approche? Vous pouvez atterrir sur la piste 17. Atterrissage sur la piste 17. Après avoir patienté en tournant au-dessus de l'aéroport, l'équipage doit maintenant concentrer son attention sur cet atterrissage compliqué. Ça va aller. J'ai connu pire. Il n'y avait qu'une seule femme à bord et je lui parlais comme si j'avais l'habitude de ce qui se passait. Mais c'était faux. Je voulais simplement la rassurer. On arrive à la pente d'approche. Les pilotes confirment que l'avion est aligné avec la piste. Ok, on est en pente d'approche. Et ils descendent à la bonne vitesse. Vitesse ok. On se sert du conservateur de cap, de l'indicateur de situation horizontale et d'autres indicateurs, comme l'indicateur sphérique, pour régler la trajectoire de vol. Je prends le contrôle des gaz. Le commandant dit au copilote qu'il se chargera d'ajuster la puissance au cours de l'atterrissage. Très bien. Phare allumé. Train d'atterrissage en position. Ouais, le temps est bien meilleur ici. J'étais du côté gauche de l'avion, juste derrière l'aile. Et je me souviens que je ne voyais rien. Je ne voyais même pas la piste. Ok. Minimum. Maintenez. L'avion atteint l'altitude de décision.
On parle d'altitude de décision, parce qu'à cette altitude, si vous n'avez pas la piste en vue, vous décidez d'interrompre l'approche. Le capitaine réduit la puissance. Mais l'appareil pivote sur la gauche de façon inattendue. C'est quoi ça? Remontez! Je remonte. Accrochez-vous! J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'herbe à 3-4 mètres sous moi. Je savais que c'était mauvais signe. J'ai cru que mon heure avait sonné. Je me disais, ça y est, ce coup-ci, c'est fini pour moi. Une alarme prévient le contrôleur Sean Patrick qu'un problème s'est produit. La tour de contrôle vient de capter un signal de détresse en provenance de l'avion. Manque 7100, contactez la tour. On a compris qu'il y avait un problème seulement après le déclenchement de la radiobalise de détresse. Manque 7100. L'aéroport est plongé dans le brouillard. Sean Patrick ne voit rien. C'est sûrement pas grave. Un atterrissage brutal suffit à déclencher l'alarme. Pendant une minute, on est en suspens. On attend que les équipes de secours se déploient. On est dans l'expectative. Tour au secours, vous voyez l'avion? On croise les doigts, mais on se prépare au pire. Le contrôleur au sol a dit au secours de se déployer à l'entrée de la piste 17. Ils sont entrés sur la piste et ils ont entamé leur recherche. Crash, crash, crash. Ensuite, ils ont annoncé qu'il y avait eu un crash. Et ce n'est qu'à ce moment que nous avons su que l'avion avait bien eu un accident. L'avion a terminé sa course dans la terre qui borde la piste 17. Les secouristes maîtrisent rapidement les flammes, puis tentent de faire sortir les survivants. J'ai vu la lumière du jour entrer dans l'avion. Il était en piteux état. Ils se sont approchés de moi et pour m'extraire, il a fallu qu'ils arrachent 2 fauteuils. Celui qui était devant moi et celui de derrière. Un pompier a réussi à passer une main et au couteau, il a coupé ma ceinture de sécurité et ils m'ont libéré. Je me suis levé dans la partie de l'avion la moins écrasée. Et c'est seulement à ce moment que je me suis aperçu que l'avion était retourné. J'étais debout sur le plafond et les sièges étaient au-dessus de ma tête. Sur les 12 personnes présentes à bord, 6 sont mortes, dont les 2 pilotes. C'est un événement terrible, le cauchemar de tout contrôleur. Mais aussi dur que ce soit pour nous, ce n'est rien comparé à ce que traversent les passagers. Et on compatit avec eux et leurs familles. C'est un moment douloureux. Les familles sont en deuil et nous leur devons de les accompagner de notre mieux. C'est l'accident le plus meurtrier qu'ait connu l'Irlande depuis près de 45 ans. L'aéroport de Cork est célèbre pour son brouillard. Pour expliquer l'accident, les regards se tournent naturellement vers la météo. Beaucoup de vols à destination et en partance de Cork sont annulés chaque année à cause du temps. La simple décision de construire un aéroport à cet endroit avait déjà prêté à controverse. Avec l'arrivée des équipes de télévision et la diffusion en boucle de leurs images, la polémique ne va pas tarder à renaître. L'aéroport ne sera pas opérationnel avant quelque temps, car une enquête doit être menée. Le crash de Cork a été très médiatisé. Il a soulevé beaucoup de questions sur la sécurité aérienne et ça n'a sans doute pas facilité le travail des enquêteurs irlandais. L'unité d'enquête sur les accidents aériens est sous pression. Elle doit comprendre ce qui s'est passé, et vite.
Les images de la scène d'accident montrent un avion aux ailes brisées, avec tout l'avant du fuselage écrasé. L'épais brouillard présent au moment de l'accident est un suspect tout désigné. Les enquêteurs interrogent les contrôleurs sur les conditions météo. Sean Patrick, je peux vous aider? Et ce en quoi elles ont affecté le vol. Les contrôleurs jouent un rôle capital dans ces enquêtes. On explique quelles informations ont été données et on décrit les conditions météo et les échanges avec les pilotes. D'emblée, les enquêteurs notent un élément troublant. Ils avaient déjà fait 2 demi-tours. C'était le 3e essai. Les pilotes avaient déjà essayé d'atterrir à 2 reprises avant le crash. On parle de procédure d'approche manquée quand un avion approche de la piste et qu'il est en incapacité de poursuivre sa tentative d'atterrissage. Les pilotes remettent les gaz et reprennent de l'altitude. Atterrissage sur la piste 17. Les pilotes ont fait leur première tentative peu après 9 heures. Ils ont tenté de s'aligner avec la piste 17 et sont descendus jusqu'à une trentaine de mètres du sol. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était le brouillard. Je vois pas la piste. Et vous? Négatif. Je ne la vois pas non plus. Les pilotes ne sont pas censés atterrir s'ils ne voient pas distinctement la piste. On remonte. D'accord. Je remonte. Dix minutes plus tard, ils emploient une tactique différente. Est-ce que nous pouvons atterrir sur la piste 35? De l'autre côté, le soleil se reflètera peut-être moins. Ils demandent à rejoindre une piste située de l'autre côté de l'aéroport. Ils espèrent qu'ils y verront mieux avec le soleil dans le dos. Je ne vois pas de différence. Cette fois, ils descendent jusqu'à 27 mètres du sol. Mais ils ne voient toujours pas la piste. Demi-tour. On est remonté en flèche à travers le brouillard. Et c'est le seul moment où tous les passagers se sont agités. On a tous eu un haut le cœur tellement c'était raide. Les contrôleurs ignorent ce qui a mal tourné lors du 3e essai. La visibilité à l'atterrissage est de 500 mètres. Tout ce qu'ils savent, c'est que les pilotes ont refait une tentative sur la piste 17 au lieu de partir vers un autre aéroport. Dans ce cas, est-ce qu'on peut tenter une nouvelle approche? Autorisation d'atterrir sur la piste 17. Après 2 approches manquées, on note de forts signes de stress et de pression interne chez les pilotes. Après 2 échecs successifs, ils se sentent obligés de réussir. Remontez! Je remonte! Graham Liddy. Sur la piste 17, l'enquêteur Graham Liddy passe le site au peigne fin. L'essentiel de l'avion est sur le bord de la piste, à l'envers. La première question à se poser est évidente. Ce n'est pas logique. Comment ont-ils fait pour se retourner? Il a tout de suite été clair que l'avion avait parcouru une longue distance en étant retourné. Automatiquement, on en a déduit qu'ils avaient perdu le contrôle. C'est anormal qu'un avion se retrouve à l'envers. Liddy et son équipe cherchent désespérément des informations susceptibles d'expliquer pourquoi cet atterrissage s'est aussi mal passé. Leur meilleur espoir réside dans les boîtes noires. Elles enregistrent ce que les pilotes font et disent dans le cockpit. Nous voulions récupérer ces informations le plus vite possible. Mais il faut être patient. Il est encore trop tôt pour savoir exactement combien de temps sera nécessaire pour extraire les données des enregistreurs. Les informations de l'enregistreur de données de vol et de l'enregistreur de conversation mettent du temps à être extraites et analysées. Bon, personne ne déplace le moindre morceau tant qu'on n'a pas enregistré son emplacement exact. En attendant, ils se concentrent sur les débris éparpillés sur la piste.
L'écueil à éviter, c'est de partir d'une hypothèse. Il faut étudier les preuves et ensuite on donne une analyse de ce qui s'est passé. La traînée de débris s'étend sur près de 180 mètres. Du point où l'avion a touché le sol jusqu'à l'endroit où le fuselage a fini sa course, dans la boue. Sur toute l'étendue de cet espace, le moindre morceau pourrait se révéler un indice capital. On obtient beaucoup d'informations sur le cours des événements en étudiant les traces laissées par l'avion lors de son contact initial avec le sol. C'est quoi ça? Accrochez-vous! Pancarte de cockpit, s'il vous plaît. Balai d'essuie-glace. Relever l'emplacement de chaque débris est long et fastidieux. Pour accélérer les choses, Graham Liddy se tourne vers la haute technologie. Combien de temps pour avoir un scanner tridimensionnel? Grâce à ces appareils, vous pouvez scanner tout un secteur. Et vous sortez une modélisation en 3D de tout le site du crash avec la position exacte de chaque débris. Merci. Tant qu'il n'aura pas fini, la piste restera fermée. Comme l'aéroport devait redevenir opérationnel au plus vite, nous étions sous pression. Mais il faut faire avec. Et ce n'est pas la seule pression à laquelle Graham Liddy est soumis. Dans toute l'Irlande, les usagers des transports aériens attendent de savoir ce qui a provoqué le plus grave accident qu'ait connu le pays en près d'un demi-siècle. Mettez-le ici. Le scanner tridimensionnel vient d'arriver. Graham Liddy commence à faire le relevé du site du crash. Le faisceau laser de la tête rotative enregistre la position exacte de chaque débris et le profil de la piste. L'appareil va créer un site d'accident virtuel que les enquêteurs pourront explorer à volonté. On n'a sans doute pas besoin d'autant de données, mais au moins on ne court pas le risque de se rendre compte après coup qu'on a déplacé ou détruit des indices qui pouvaient nous être utiles. Une fois le scanner terminé, l'épave est transportée dans un hangar pour examen complémentaire. Chaque composant doit être étudié à la recherche d'éventuels signes de défaillance technique. Les enquêteurs commencent par inspecter les gouvernes des ailes et de la queue. Sur cet avion, tous les systèmes de contrôle sont commandés par câble, ce qui est normal vu la taille et l'âge de ce modèle. Qu'est-ce qui se passe? Il faut virer à droite! J'essaie! Si un câble cède en plein vol, l'appareil risque une perte de contrôle catastrophique. C'est exactement ce qui s'est passé 3 ans et demi plus tôt à Tahiti. Un Twin Otter décolle de l'île de Moorea et prend de l'altitude. Mais à 120 mètres, un câble usé se brise. Le pilote ne peut rien faire. Son avion se précipite vers l'océan. Les 20 personnes présentes à bord meurent dans l'accident. Vous avez les examens de tous les câbles? À Cork, les enquêteurs découvrent que certains câbles du métro 3 sont brisés. La question est maintenant de savoir s'ils ont cédé au moment où l'appareil s'apprêtait à atterrir. L'équipe les étudie et cherche pourquoi ils se sont cassés. Il y a une différence très nette entre un câble qui a cédé à cause de l'usure et un câble fracturé. Ils ne trouvent aucun signe de fatigue du métal et aucun indice pointant du côté d'une usure graduelle. Nous avons pu établir que la rupture des câbles n'était pas due à une défaillance mécanique étalée sur une période de temps. Les câbles ont été coupés pendant les opérations de secours. Rien à voir avec l'accident. Ils ont dû tailler dans le dessous du fuselage, dans la zone du plancher de cockpit. Et malheureusement, dans ce type d'avion, tous les câbles passent par cette zone. Une cause potentielle est exclue. Mais les enquêteurs se retrouvent sans piste. Et la demande d'explication se fait de plus en plus pressante. Le travail d'investigation est très complexe, très technique, et il doit être accompli de façon méthodique.
Les enquêteurs espèrent que les résultats du scanner tridimensionnel vont leur fournir les indices dont ils manquent cruellement. Montrez-moi le site du crash. Le scanner permet de visualiser la position exacte de l'avion au moment où il a touché la piste. Toutes les marques étaient positionnées au millimètre près. Le procédé s'avère immédiatement payant. Le premier débris est issu du bout de l'aile droite. On a trouvé des morceaux d'un des feux de navigation droit de l'avion. Ils étaient verts et ils se trouvaient à gauche de la ligne centrale. Les feux de navigation des ailes obéissent à un code couleur. Rouge à gauche, vert à droite. Pour que les autres avions sachent dans quelle direction ils volent. C'est quoi ça? Je remonte! Ça nous a appris que le bout de l'aile était encore attaché au moment du contact avec le sol et que l'avion était déjà fortement tourné sur la droite. L'avion est à l'envers à partir de là. Ça colle. Grâce aux emplacements des débris, les enquêteurs retracent le déroulement du crash. Bien, on est sûr d'une chose. Ils avaient perdu le contrôle avant que l'avion ne touche le sol. Le processus d'enquête, c'est d'abord de trouver ce qui s'est passé. Et ensuite, on cherche à comprendre pourquoi cela s'est produit. Le positionnement étrange de l'avion pousse les enquêteurs à chercher des défaillances du côté des instruments de vol du cockpit, notamment des cadrans et des jauges qui indiquent au pilote la position de l'avion. Il faut virer à droite! J'essaie. Le dysfonctionnement d'un des instruments a peut-être induit les pilotes en erreur et provoqué le tonneau de l'avion. Pour vérifier tout cela, il faut extraire les instruments de l'avion et les envoyer à une unité qui effectue des tests. Mais l'examen des instruments de vol ne fait pas avancer l'enquête. Il y avait des dégâts liés au choc sur les instruments. Mais nous avons établi qu'avant le crash, ils fonctionnaient bien. Les enquêteurs doivent changer d'approche s'ils veulent découvrir pourquoi cet avion est devenu incontrôlable. Bien, écoutons ça. Les boîtes noires du vol 7100 sont enfin à la disposition des enquêteurs. Reste à savoir si ils pourront faire avancer l'enquête. 5 sur 5, merci beaucoup. Le temps s'améliore à Cork? Elles ont enregistré les derniers mots échangés dans le cockpit avant le crash. Vitesse, ok. Graham Liddy écoute les pilotes en train de préparer leur atterrissage. Pour l'instant, tout semble normal. Je prends le contrôle des gaz. Mais il entend une chose surprenante. Oui, Oui, très bien. Le commandant va gérer la puissance? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils se sont écartés de la procédure standard, notamment en se partageant les commandes et le contrôle de l'appareil, ce qui était malvenu. Normalement, le pilote qui tient le manche ajuste les gaz. Si quelqu'un d'autre fait ces changements, il y a un retard dans la réponse du pilote aux commandes. Un retard inutile et indésirable. Ok. Minimum. Mais il n'y a pas que cette décision qui soit anormale. Le bruit des moteurs indique aussi quelque chose d'étrange. L'enregistreur de conversation apporte aussi beaucoup d'informations sur l'accélération des moteurs. On entend des poussées, des baisses de régime. Et ça permet de glaner beaucoup d'indices. Remontez! Je remonte! Vous pouvez isoler le bruit des moteurs? On dirait que les deux moteurs tournaient à des puissances différentes. La difficulté dans ce cas précis, c'était qu'on avait affaire à un bimoteur. Les enregistrements nous montraient qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas de quel moteur il s'agissait.
Graham Liddy se lance à la recherche d'éléments susceptibles d'expliquer les sons étranges en provenance des moteurs. Il étudie les données de performance fournies par la boîte noire. Elle confirme ses soupçons. Le moteur droit produisait plus de puissance que le gauche. Mais ce phénomène n'est pas rare sur les avions à turbopropulseur comme le Metroliner 3. Cette poussée inégale complique la maîtrise de l'assiette de l'avion, en particulier à faible vitesse. Pour les pilotes, c'est une difficulté supplémentaire en cas d'atterrissage délicat. Attendez un peu. Graham Liddy remarque un fait encore plus troublant. Le moteur numéro 1 était en inversé. Les turbopropulseurs jouent sur l'angle des pales pour changer la direction du flux d'air. Les pales de l'hélice ont un angle, et en tournant, elles mordent dans l'air, comme une vis. Quand on passe en inversé, les pales se placent à un angle négatif et ne poussent plus l'air vers l'avant, mais vers l'arrière. Ça ne doit pas se produire en plein vol, parce que l'avion risque de passer sous sa vitesse minimum de sustentation et il peut décrocher. Les données suggèrent... C'est quoi ça? Que le commandant a trop tiré la manette de puissance et fait passer le moteur gauche, plus puissant, en inversé. Si vous faites ça en vol, vous allez avoir un moment avant sur l'aile droite et un moment arrière sur l'aile gauche. Et du coup, vous pivoterez violemment sur la gauche. Remontez! Le commandant essaie de corriger son erreur en poussant la manette vers l'avant. Mais la poussée inégale le prend au dépourvu. Accrochez-vous! Le moteur gauche dégage plus de puissance et les fait basculer vers la droite. Ce mouvement de lacet a été catastrophique. L'avion s'est retrouvé complètement de côté. Je prends le contrôle des gaz. Après 2 atterrissages avortés, le commandant a peut-être voulu aider son copilote à gérer le déséquilibre de puissance en prenant le contrôle des gaz. Ok. Minimum. Mais il n'a fait qu'empirer les choses. Si le copilote avait eu le contrôle des manettes de puissance et du manche, il aurait sans doute mieux géré le niveau de puissance nécessaire. Le fait qu'il ne contrôle pas la puissance a rendu l'avion plus difficile à gouverner. Ils ont fait des erreurs de débutants. Les enquêteurs se dirigent vers une conclusion glaçante. Les mauvaises décisions des pilotes auraient conduit à la mort de 4 passagers. Ils cherchent à en savoir plus sur les 2 hommes. Quelle expérience avaient-ils? Et quelle formation? Nous nous sommes concentrés sur la conduite des pilotes. Ils auraient dû être capables de faire face à la situation. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Ils étaient tous les 2 assez jeunes et peu expérimentés. Ils s'aperçoivent que les 2 hommes étaient nouveaux à leur poste. Le commandant venait d'être promu 4 jours plus tôt et le copilote n'était embauché que depuis 3 semaines. L'un et l'autre n'avaient qu'une expérience minime à leur poste. Fait encore plus troublant, Jordi Sola Lopez n'avait pas encore achevé la formation requise pour commander cet avion. Et le copilote, Andrew Cantle, n'avait pas terminé son vol de vérification finale, habituellement indispensable à tous les pilotes. Ce n'est pas courant d'associer un copilote et un commandant qui viennent d'être nommés. La plupart des compagnies aériennes prohibent ce qu'on appelle le bleu sur bleu. Un nouveau commandant et un nouveau copilote ne peuvent pas être en binôme. Généralement, il faut que le commandant ait au moins 100 heures de vol à son actif avant de voler avec un copilote qui vient d'arriver. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Cette découverte jette un nouvel éclairage sur certains détails mentionnés par les passagers. Les pilotes semblaient ne concevoir aucun soutien logistique de la part de la compagnie. Ils devaient tout faire eux-mêmes, jusqu'au réglage des sièges.
Plusieurs passagers ont mentionné des choses surprenantes. Cet avion volait non-stop. Les enquêteurs découvrent que la nuit précédente, l'appareil avait effectué du transport de marchandises. Le Fairchild Metro, utilisé par la Manx 2, assurait d'autres liaisons dans la nuit. Il transportait du courrier des postes britanniques. Et les sièges étaient retirés à chaque fois. Les sièges devaient être réinstallés pour les passagers du vol du matin. Un instant, messieurs, nous arrivons. Bienvenue à bord. Ce n'était qu'un petit réglage de dernière minute. Les recommandations de sécurité se trouvent dans les filets situés à l'arrière des sièges. En l'absence de steward ou d'hôtesse, le copilote s'acquittait de tâches supplémentaires. La ceinture s'attache et s'ajuste comme ceci, et on la détache comme cela. Un des pilotes est sorti du cockpit et il nous a expliqué comment attacher nos ceintures. Il nous a aussi montré les issues de secours et les choses du genre. Installez-vous confortablement et merci d'avoir choisi manx2.com. Bricolage des sièges, chargement des bagages, présentation des consignes de sécurité. Ces gars faisaient tout eux-mêmes. La question, c'est est-ce que ça a affecté leur pilotage? Tout de suite, la suite. Les As du remorquage sont de retour. Et ils sont en route vers le Grand Nord. Les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps des pilotes au cours des jours précédant l'accident. Il était très important de cerner l'état de concentration des pilotes et s'ils avaient pu être perturbés par les tâches périphériques, comme la préparation des sièges ou la présentation des consignes aux passagers. Ni l'un ni l'autre ne dormait assez. Avec toutes ces tâches supplémentaires, aucun des deux hommes n'avait suffisamment de temps pour se reposer entre les vols. Une dangereuse violation de la réglementation aérienne. Un pilote qui fait des journées à rallonge accumule de la fatigue, même s'il ne s'agit pas de voler. Il accumule un déficit de sommeil. Je vois pas la piste. Et vous? Négatif. Je ne la vois pas non plus. Je remonte. La fatigue pourrait expliquer pourquoi les pilotes n'ont pas su négocier cet atterrissage, rendu difficile par le brouillard. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur les opérations de leur compagnie aérienne, la Manx 2. Si vous n'engagez pas les pilotes, qui s'en occupe? Ce qu'ils découvrent est stupéfiant. La Manx 2 n'est pas une compagnie aérienne du tout. Elle se contente de vendre les billets. La Manx 2 était ce qu'on appelle une compagnie aérienne virtuelle. Les avions n'étaient pas sous leur contrôle direct. En gros, c'était une société écran qui se contentait de vendre des billets. Ça nous a abasourdis. Automatiquement, on se dit qu'il y a quelque chose de louche. Quel rôle tient la Manx 2 dans la gestion quotidienne de cet avion? Les enquêteurs comprennent que pour trouver les origines de cet accident, ils devront remonter une piste administrative, internationale et sinueuse. Ils ne s'occupaient pas de la maintenance. Ils sous-traitaient à une compagnie espagnole. C'est comme quand on pèle un oignon. On enlève une couche, mais il y en a toujours une autre en dessous. Ça a été une enquête compliquée. Elle a pris beaucoup de temps. Le seul avion qui n'a jamais de pépins. Ils se plongent dans les registres où les pilotes doivent consigner les problèmes de maintenance. Plus de 100 heures de vol et même pas un joint usé. Rien. De façon assez incroyable, aucun problème mécanique récent n'a été enregistré. C'est rarissime qu'un avion opère 106 heures sans rencontrer un seul souci méritant d'être consigné. Pourtant, le registre de maintenance et le registre technique étaient totalement vierges. L'histoire de l'aviation est jalonnée de catastrophes dues à un mauvais entretien des appareils. En septembre 1991,
le vol 2574 de la Continental Express approche de Houston, au Texas. Dans un ciel dégagé, l'avion pique soudain du nez. Les pilotes ne contrôlent plus l'appareil. Il s'écrase dans un champ. Les 14 personnes présentes à bord décèdent. La veille au soir, les mécaniciens avaient oublié de remplacer une rangée de vis sur l'empennage horizontal. Une fois la pièce détachée en plein vol, les pilotes n'avaient plus aucune chance. À Cork, les enquêteurs découvrent de nouveaux éléments troublants sur la Manx 2. C'est jamais bon signe. La compagnie aérienne payait ses employés en retard. Les petites compagnies aériennes, comme la Manx 2, sont toujours sur la corde raide économiquement parlant. L'avion appartient à une banque espagnole. Elle le loue à une compagnie espagnole, qui le sous-loue à une autre compagnie. Et aucune de ces compagnies n'est la Manx 2. C'était un montage assez alambiqué. Il n'y avait pas de structure qui garantisse la confiance, si l'on peut dire, en sa sécurité. L'aéroport du Kerry est à 11 minutes. Repassez là, s'il vous plaît. Face à l'indigence de l'organisation et aux difficultés financières de la Manx 2, les inspecteurs se demandent si les deux jeunes pilotes ne se sont pas trouvés contraints d'atterrir à Cork, et ce, malgré le mauvais temps. Si le brouillard ne se dissipe pas, il faudra se dérouter. On pourrait atterrir à Waterford. Il semble qu'il y avait une pression implicite de la compagnie. Ne pas atterrir dans l'aéroport prévu initialement n'était pas bien vu. Et je pense que les pilotes se sont sentis poussés à accomplir leur tâche en dépit des risques. Le temps est pire là-bas qu'ici. On pourrait essayer le Kerry. Les pilotes semblent hésiter sur la marche à suivre face à ce mauvais temps. Ils ne voulaient vraiment pas se dérouter. L'aéroport du Kerry est à 11 minutes. D'accord. Au moins, on sait que le temps est correct là-bas. Ça nous fait un plan B. Les pilotes se renseignent sur la météo de plusieurs aéroports, mais rechignent à se dérouter. 5 sur 5. Merci beaucoup. Le temps s'améliore à Cork? On a une petite amélioration sur la piste 17. Mauvaise idée, les gars. S'ils se posaient ailleurs, ils n'avaient pas d'infrastructure vers qui se tourner. Ils n'avaient même pas de ligne de crédit pour acheter du carburant. En optant pour un autre aéroport, ils risquaient de devoir avancer de nombreux frais. Des taxes d'aéroport, au coût du transfert des 10 passagers vers Cork, en bus ou en taxi. Ok. Minimum. Maintenez. Il semble de plus en plus évident que le manque de soutien logistique de la compagnie leur a forcé la main pour atterrir à Cork malgré le brouillard. Ces deux pilotes étaient livrés à eux-mêmes en quelque sorte. Ils étaient très peu épaulés. Tout de suite, la suite. L'enquête sur le vol 7100 de la Manx 2 a établi qu'il y avait plus d'une cause derrière l'accident. C'est le dernier maillon d'une chaîne d'erreurs et de circonstances meurtrières. Un épais brouillard a mis un équipage inexpérimenté et fatigué sous pression, et il a débouché sur une erreur de pilotage, aggravée par le mauvais entretien des moteurs. Les moteurs produisaient une puissance inégale depuis plus de 100 heures de vol, et aucun pilote ne l'a mentionné. C'est très mauvais signe de ne pas voir de signalement de maintenance. Ok. Minimum. Si le déséquilibre des moteurs avait été signalé, il aurait peut-être été réparé. Mais les enquêteurs n'en trouvent mention nulle part. Maintenez. L'anomalie est passée inaperçue, ou alors elle a été remarquée mais sans qu'on s'en occupe. Si les moteurs du Metroliner 3 avaient été bien équilibrés,
Remontez! Je remonte! Les pilotes auraient peut-être pu sauver la situation quand le commandant a trop réduit les gaz. Au lieu de cela, la poussée inégale des moteurs a fait basculer l'avion et provoqué son crash. L'enquête a aussi mis en évidence que la compagnie en cause dans la catastrophe était une compagnie virtuelle. Détenue par des intérêts espagnols mais basée sur l'île de Man, la Manx II était passée entre les mailles du filet des autorités aériennes. La gestion quotidienne de l'avion n'était pas clairement établie entre le propriétaire et le vendeur de tickets. Et au final, les autorités espagnoles ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant de cette opération. C'est incroyable ce bazar. Je n'appelle pas ça une compagnie aérienne. Toute notre équipe était atterrée en découvrant ce qui se passait. Cet accident a attiré l'attention du monde sur un problème de sécurité de plus en plus préoccupant. Les énormes brèches dans la réglementation qui régit les petites compagnies aériennes européennes. Des compagnies au personnel jeune, peu expérimenté, et auxquelles on demande de travailler de longues heures avec un soutien logistique limité. Les pilotes ont eux-mêmes commis de nombreuses fautes. Mais la compagnie aérienne avait aussi une grosse part de responsabilité dans cet accident. Elle a permis que deux pilotes inexpérimentés se retrouvent en binôme. Le tout avec un manque criant de soutien et de supervision. En décembre 2012, la Manx II a mis fin à ses activités et la compagnie a été liquidée. Le rapport d'enquête a établi une liste de facteurs ayant contribué à l'accident, notamment la fatigue, une erreur de pilotage et un moteur défaillant. J'ai énormément d'empathie pour les passagers qui étaient dans cet avion. Ça va aller. J'ai connu pire. Ils ont acheté des billets pour voyager avec une compagnie aérienne régulière en Europe. Et au final, 4 d'entre eux sont morts. 4 autres ont été grièvement blessés. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Cet accident était 100% évitable. Enquêter et découvrir ce qui a été de travers est une bonne chose. Mais ce serait 10 fois mieux que des mesures permanentes soient prises pour que l'histoire ne se répète pas. On ne veut pas revoir ce genre d'accident.